Alors, l'idée très importante que nous avons derrière cette idée verte et environnementale, c'est de dire que, bon, bien sûr, vous avez cette dimension qui est une dimension qu'on évoque souvent, de dire qu'après le confinement, on aura la problématique de redéfinir un monde nouveau. Mais là, on est avec des choses qui sont inquiétantes parce qu'évidemment, on va être dans une crise économique très, très grave. Il n'est pas évident du tout que la question environnementale redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire il y a 4 mois, finalement une question qui deviendrait primordiale. Il est très possible, il est même très probable que la vraie question qui va être immédiatement celle qui se posera aux entreprises, aux autorités internationales et au gouvernement sera d'abord de retrouver un peu de croissance, de sortir du marasme et pas nécessairement d'être fondé sur les questions environnementales. En revanche, je crois que lorsqu'on parle de finance environnementale, ce qui va être très intéressant et que je vais essayer de vous évoquer aujourd'hui, c'est de dire à quel point, en réalité, ce qui se passe dans la finance verte et dans la finance environnementale va pouvoir être appliqué à l'ensemble, on va dire, du processus financier lorsque nous allons être en phase, on va dire, d'après-Covid, d'après-confinement, c'est-à-dire la manière dont on va envisager le retour à la croissance et le retour à l'investissement. Donc, c'est ça qui est important, hein, quand on est en train de parler de finances vertes aujourd'hui. C'est oui, il y a l'aspect environnemental, mais il y a surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte dans lequel la logique environnementale qui commençait à fonctionner va pouvoir en réalité devenir peut-être une logique plus générale, plus généralisée à l'ensemble de la finance et à l'ensemble de la finance mondiale. Alors, peut-être tout d'abord, quand on est en train de parler de finances, vous avez noté que j'utilisais à plusieurs reprises le terme, finance durable, environnementale, verte, tout ça peut être un peu considéré comme similaire, on va dire. Finance qui est une finance globalement associée à la notion, on va dire, de mode de fonctionnement tel qu'on le définissait au mois de janvier, c'est-à-dire avant le Covid, avant le confinement, un financement des investissements ayant un impact positif sur l'environnement ou plus largement ayant un impact positif sur, on va dire, un développement durable. Et quand on dit développement durable, c'est vraiment au sens de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, par exemple dans les accords de Paris, de la COP 21, c'est-à-dire des objectifs qui sont environnementaux et climatiques, mais pas uniquement, qui sont aussi dans une approche pourrait-on considérer plus harmonieuse de l'économie dans le monde de demain, à l'intérieur des sociétés, par exemple de la société occidentale, à l'intérieur de la société française, à l'intérieur de différents pays, mais aussi, je dirais, avec une logique à l'intérieur de la vision internationale, une logique qui serait aussi une logique plus harmonieuse. Alors, si l'on fait l'état des lieux de cette finance verte, de cette finance durable ou environnementale, on va dire qu'à l'état où nous sommes actuellement, elle représente, quand on la considère par rapport à des émissions de dette, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, aujourd'hui la finance environnementale, elle est surtout dans une logique donc surtout une finance soutenable, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites, vous voyez, mais c'est-à-dire par rapport à une économie soutenable. Donc cette finance, on la chiffre à peu près à des émissions à 260 milliards aujourd'hui, 260 milliards d'émissions qui ont été réalisées, qui sont en action, concernant différents types de projets. Alors 260 milliards, ça semble beaucoup. En réalité, c'est extrêmement faible. Le total de la dette mondiale telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, telle qu'on peut la représenter, c'est à peu près 230 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, le montant de la finance environnementale, on va dire, c'est 1/1000 de l'ensemble des émissions de dette mondiale. On estime aujourd'hui 230 000 milliards de dollars avec une échéance moyenne à 5 ans. Donc, qui nous permet de voir un tout petit peu, vous voyez, cette dette qui est une dette qui se renouvelle 25%, 20% tous les ans. Donc là, si on est sur 230 000 milliards, on est effectivement avec des montants absolument astronomiques. Et lorsqu'on regarde ce que représente la finance environnementale, c'est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement réduit. L'idée, c'est qu'effectivement, on doit changer de braquet. On va changer de braquet, on est en train de changer de braquet, on est dans une augmentation de cette masse financière qui a commencé
au milieu de l'année 2019. C'est-à-dire il y a un an, et je répète, ce sont des choses qui sont assez étranges parce que ça nous semble très très loin aujourd'hui quand on est évidemment dans la crise post-Covid. Milieu d'année 2019, on a un changement de braquet, et notamment du point de vue des autorités politiques, des autorités économiques mondiales, des entreprises et notamment des entreprises financières, l'idée qu'il va falloir augmenter de manière très très forte les émissions se rapportant à une finance environnementale, à une finance de développement durable, de développement soutenable, hein, tout ça étant évidemment complètement similaire. L'idée, effectivement, est que pour le faire, on doit avoir de plus en plus de projets et donc on recherche et on était dans l'idée qu'on devait avoir un développement accru de ces projets. Pourquoi je peux vous parler de cela puisqu'on est toujours dans l'introduction? L'Institut de haute finance s'est complètement positionné par rapport à cette notion finance durable, finance environnementale, finance verte, dans une optique de quoi? Dans une optique de dire que nous allons être de plus en plus dans quelque chose qui va être encadré ou en tout cas qui va avoir des références très précises, des références techniques que doivent maîtriser les acteurs. On va y revenir tout à l'heure. Donc cette finance durable, finance verte, développement durable, pourquoi je peux vous en parler aujourd'hui? Alors très rapidement, vous dire que du point de vue de l'Institut de haute finance, on est focalisé sur cette problématique. On propose d'ailleurs 4 certificats spécialisés, un finance verte, je dirais un certificat finance verte, un certificat finance verte entreprise, certificat finance verte banque, certificat finance verte pour asset manager et finance de marché. Et à côté de ça, un autre certificat, un 5e certificat autour de blockchain, tokenisation, crypto-monnaie, qui se rattache à ces problématiques que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire la définition d'une nouvelle approche de la finance qui correspondrait à ce nouveau monde économique, ce nouveau modèle économique que je suis en train d'évoquer. Alors, peut-être si on regarde l'état de la finance verte, si on regarde les 257, 260 milliards, on va dire, d'émissions de bons qui ont été faites, donc d'obligations vertes, quelles sont leurs caractéristiques? Leurs caractéristiques majeures, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, les investisseurs n'ont pas assez de produits dans lesquels ils voudraient investir. C'est-à-dire qu'on a le sentiment depuis plusieurs semestres que le monde financier mondial serait prêt à investir davantage, qu'il ne trouve pas de papier correspondant aux investissements verts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces bons, cette finance verte, elle est conservée pour l'essentiel jusqu'à maturité. Lorsqu'un fonds, lorsqu'une banque a des certificats, a des bons, des obligations vertes, en fait, il les garde le plus longtemps possible parce que son but est de montrer à l'intérieur de ses bilans, à l'intérieur de ses comptes annuels, qu'il y a bien cet investissement vert qui aujourd'hui est considéré comme une sorte d'obligation, c'est-à-dire d'avoir un élément de finance vert à l'intérieur de ses actifs. Donc, on les garde jusqu'à maturité, donc ils ne bougent pas. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas de marché secondaire. Pas de marché secondaire de la finance verte, c'est-à-dire pas de possibilité, lorsque vous détenez de la finance verte, par exemple, de retrouver très vite de la liquidité, puisqu'il y aurait un marché actif vous permettant de la revendre lorsque vous l'auriez acheté. Donc, on va dire pratiquement que des problèmes de jeunesse de cette finance verte. J'utilise le terme finance verte, vous me pardonnez, mais vous traduisez finance développement durable, mais ça va plus vite en disant finance verte. Vous êtes avec une structure finalement d'actifs, de portefeuille, qui est une structure totalement figée. Un montant qui peut sembler spectaculaire, 260 milliards, un montant ridicule par rapport aux 230 000 milliards d'émissions de dette que nous avons à l'échelle mondiale, qui devrait permettre d'avoir un montant beaucoup, beaucoup plus important, je dirais, en termes d'investissement. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au milieu de l'année 2019, on a vraiment un changement de braquet qui s'opère, les autorités politiques, les autorités monétaires, les grandes institutions financières, tout le monde dit non, il faut là maintenant qu'on investisse beaucoup plus. Il faut qu'on ait des financements beaucoup plus importants autour de la finance verte globale, autour des green bonds, autour de ce qu'on appelle peu à peu les climate bonds, c'est-à-dire une vision plus importante. Alors là, on va avoir plusieurs éléments contextuels qui vont se passer à la fin de l'année 2019
qui vont changer un tout petit peu les choses. Je vous place bien le contexte, pardonnez-moi, la présentation est un tout petit peu bouleversée, mais malgré tout, donc cet aspect contextuel est important. On va regarder ensuite ce que ça veut dire techniquement. Alors, en particulier, fin d'année 2019, 11 décembre 2019, la nouvelle tête européenne après les élections et la nouvelle commission qui se met en place, donc avec évidemment sa personnalisation par le biais d'Ursula von der Leyen, propose un grand plan, donc on va appeler le Green Deal européen, c'est-à-dire un grand plan d'investissement pour permettre à l'Europe d'aller vers les objectifs qui étaient les siens, qui avaient été fixés en 2018, l'idée d'avoir une économie neutre en carbone. Pour ça, ça veut dire un certain nombre d'efforts que doivent faire les différents pays, que doivent faire les différentes économies de ces différents pays. Mais ça veut dire aussi, quand on va rentrer dans le Green Deal, que l'Europe décide d'investir. Et là, le projet d'investissement tel qu'il est présenté, toujours bien remettre les montants en rapport, il est d'à peu près 1000 milliards d'euros. Donc on dit on va avoir un plan d'investissement de 1000 milliards d'euros. Donc 1000 milliards d'euros, c'est bien dans l'optique d'aller vers une logique neutre en carbone, c'est-à-dire vraiment sur la question climate et uniquement climat et pas développement durable de manière large, ce qui signifie que l'Europe, rien qu'en présentant son plan, elle serait dans une logique de développement de 4 fois le montant des green bonds mondiaux qui ont été émis depuis qu'on crée les green bonds. C'est-à-dire, on voit bien, là, on est dans un changement extrêmement fort d'échelle, déjà simplement quand on regarde l'Europe. Quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Asie, on voit qu'on est dans une approche qui est de plus en plus une approche d'investissement massif à l'intérieur de cette logique de développement durable et de cette logique climatique. L'Europe, à partir de janvier 2020, commence à réfléchir justement à la manière dont on va pouvoir mieux représenter ce que signifie ce Green Deal et donc ce que signifient par conséquent les financements qu'on va mettre en face. On va créer ce terme que peut-être vous avez déjà entendu, qui commence maintenant à devenir presque un terme commun dans l'univers financier européen, qui va être la taxonomie, ce qu'on appelle la taxonomie autour du Green Deal. La taxonomie, donc, c'est quelque chose qui se réfère aux sciences naturelles, mais là, en l'occurrence, qui est strictement économique et financier, c'est de dire on a des objectifs d'avoir un développement durable européen. Ce développement durable européen, on souhaite le proposer de manière large et complète avec des investissements européens, des investissements des pays de l'Europe et des investissements des entreprises. Et donc, ce que l'on va définir, c'est tous les types d'activités qui nous semblent être des activités importantes par rapport à cet objectif de développement durable. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire que tout d'un coup, par rapport à ce que nous évoquions, la finance verte, jusque-là, c'était de dire je propose de l'argent pour des projets de développement durable. Et ce qu'on disait tout à l'heure, les investisseurs disaient mais on manque de projets, on serait prêt à mettre plus d'enveloppes, mais a priori, il n'y a pas de projet en face. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. On dit, on définit quels sont les grands axes de développement d'activités qui nous intéressent, c'est-à-dire on commence par l'investissement et on dit, lorsque l'on va mettre en face de ces éléments qui rentrent dans la taxonomie verte, eh bien, nous aurons alors de la finance qui sera considérée comme verte, qui sera considérée comme durable. En quelque sorte, on prend le problème à l'envers, ou plutôt peut-être d'ailleurs à l'endroit. C'est-à-dire qu'on regarde les investissements qui correspondent à ces objectifs et on va regarder ensuite quel financement on peut mettre en face. Donc cet aspect taxonomie va avoir une conséquence très importante et je dirais cette conséquence, alors vous voyez, toujours pareil, quand on est dans le compte à rebours, elle peut sembler relativement étroite. Dans le compte à rebours, c'est février-mars de cette année. Quand on regarde ce que signifie la taxonomie, ça signifie tout simplement que l'activité étant supposée durable, tout ce qui la finance est durable, ce qui veut dire que ce qui la finance n'est pas forcément de la dette, ce qui jusqu'ici étaient les bonds, ces fameux dettes, ces fameux bons, ces fameuses obligations vertes. Tout d'un coup, on a de la finance qui peut être de l'obligation, certes, de la dette classique, mais aussi des fonds propres. Dette obligataire, dette classique, fonds propres, dès lors qu'ils sont dévolus à une activité qui rentre dans la taxonomie développement durable, devient de la finance verte. Ça change tout, parce que ça signifie par exemple que des actions, des capitaux propres qui financent une activité développement durable
que l'activité soit à l'intérieur d'une entité cotée ou non cotée, peuvent être considérés comme des investissements verts. Ça veut donc dire que celui qui investit à l'intérieur de ce type d'activité va pouvoir dire dans mes investissements, dans les actifs, imaginons une banque, imaginons un fonds, qui va pouvoir dire j'ai investi dans tel ou tel type d'entreprise, dans tel ou tel type d'organisation, dans telle activité d'une entreprise, par exemple d'un groupe, dans telle activité d'une entité. On peut évoquer par exemple les exploitations agricoles. Eh bien, du coup, la finance qui va être associée à cette activité peut être considérée comme une finance verte, peut être considérée comme une finance durable. L'idée, voyez-vous, est bien donc dans une idée d'élargissement au maximum de ce que on veut représenter dans le financement durable, c'est-à-dire que l'on regarde l'activité qui est la cible, que éventuellement cette activité qui est la cible, on la sépare des autres activités d'une entité pour lui permettre d'avoir un financement qui puisse être considéré comme durable et qui va pouvoir être considéré par celui qui l'a financé comme étant en effet un élément qui pourra se réclamer comme durable. Alors, je ne sais pas si vous cernez bien, si vous voyez bien, et je le répète, si on reprogramme un webinaire, je pourrais regarder toutes les questions qui proviennent de ces aspects techniques, qui sont absolument passionnantes. Je répète, là, je suis en train de vous parler de janvier-février 2020. On est vraiment au cœur de l'actualité financière mondiale autour de cela. Ça signifie effectivement que ce qui devient l'élément primordial, c'est la compréhension, la vision, la représentation de la manière dont un investissement va permettre d'avoir des effets sur le développement durable et des effets, on va dire, attendus sur l'amélioration de l'économie. Alors, lorsque l'on est avec cette vision globale, on va avoir quoi comme conséquence? Donc, on déroule la bobine de tout ce que veut dire à ce moment-là le financement vert en termes techniques. Ça signifie que ce qui m'intéresse, c'est l'investissement, ce que je vais devoir contrôler, ce qui va devoir, j'ai vu passer, donc je ne peux pas regarder toutes les questions en même temps, hein, je suis concentré sur ce que je vous dis, mais je les regarderai tout à l'heure et éventuellement j'essaierai d'y répondre très rapidement. Vous voyez, quand vous étiez peut-être en train de parler de notation finance verte, de représentation de la finance verte traditionnelle, dans laquelle on va avoir ce qu'on appelle traditionnellement le problème de greenwashing, c'est-à-dire par exemple des émissions de bons, d'obligations vertes dont on se rend compte qu'elles ont financé des choses qui n'étaient absolument pas vertes. Absolument pas vertes. On a par exemple beaucoup de municipalités bonds aux États-Unis, c'est-à-dire beaucoup d'émissions de dettes de villes qui ont été émises sur le marché vert, parce que c'était un marché attrayant, sur lequel on avait plein de gens qui voulaient investir, sur lequel on avait une très bonne publicité, mais qui s'avèrent a posteriori comme finançant des projets qui sont absolument pas verts. Parce qu'effectivement, là, le but des villes, c'était lever de la dette et de regarder après ce qu'on allait faire avec la dette en question. Quand nous sommes avec la nouvelle approche qui commence depuis maintenant 6 mois, on va dire 8 mois, on est dans quelque chose de différent. Alors que jusqu'ici, la problématique majeure de la finance a été de dire, quand je détiens des obligations vertes, je me dois de vérifier que ceux qui les utilisent ont bien des investissements verts. Là, maintenant, on est dans quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on est bien avec de l'investissement qui est vert, qui est développement durable a priori, qui a un financement qui est associé et dont on cherche simplement à bien vérifier que continuellement dans sa vie, il va bien être correspondant à ce que l'on attendait au départ, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déviance, qu'il n'y aura pas d'arrêt, qu'il n'y aura pas, par exemple, des effets induits inattendus négatifs que l'on n'avait pas bien perçus. C'est une énorme différence, on va dire, dans la manière dont on appréhende la finance verte, dont on appréhende également, on va dire, le contrôle et éventuellement les données qui doivent remonter du terrain pour sans arrêt, représenter ce que signifie cette notion de développement durable. Alors là, et vous voyez, petit à petit, on s'approche du lien avec la situation que nous connaissons et avec les impacts de Covid sur l'économie mondiale et sur la finance. Petit à petit, en fait, on voit quoi? On voit que celui qui investit dans la finance verte, en fait, il va avoir, donc évidemment, une approche financière traditionnelle en disant j'émets une dette, quel taux d'intérêt, quelle maturité, comment je peux, ce qu'on disait tout à l'heure, éventuellement la revendre. Donc une vision qui est une vision traditionnelle sur la valeur des bons. Et on voit d'ailleurs que quand on regarde un bon de finance verte, nous étudions cela par exemple dans la chaire Finagri que j'ai créée, qui est une chaire sur la finance verte, notamment appliquée à l'agriculture. Donc quand on regarde les bons, on dit finalement c'est une impression exactement comparable aux bons traditionnels, aux obligations traditionnelles, qui se fondent exactement sur les mêmes bases financières et monétaires.
Mais à côté, on va avoir de plus en plus le développement, au fond, d'un autre type de performance de la finance verte. Cet autre type de performance, c'est quoi? C'est regarder si l'impact que l'on attendait, l'impact réel, est bien au rendez-vous. Et donc, ce que l'on disait tout à l'heure sur le greenwashing, la crainte que l'on ait collecté globalement de l'argent, elle est attribuée globalement à quelqu'un, on ne sait pas exactement ce qu'il en fait. Quand maintenant, on est dans une logique inversée, c'est-à-dire qu'on a un investissement qui est investissement élu vert parce qu'au départ, on a bien pensé son rôle dans le développement durable et qu'on met en face un financement correspondant, là, nous sommes bien dans une étude de la manière dont l'investissement va avoir le rôle attendu. En clair, la performance du financier devient, à côté de la performance financière et monétaire traditionnelle, une performance associée à l'impact de l'investissement. En clair, je recherche, par rapport à cet investissement, une indication sur l'impact réel qu'il va pouvoir fournir en termes de développement durable. Nous sommes dans une sorte de représentation parallèle, complémentaire, de la manière dont on attend les retombées d'un investissement. La manière dont le financier va dire « j'ai investi, je peux regarder quelles sont les retombées », qui à la limite ne sont pas dans mon compte de résultat parce qu'on n'est pas sur de l'élément monétaire, mais qui sont bien sur des indications claires remontant du terrain, me permettant de connaître l'impact réel des différentes opérations qui ont été, des différents fonctionnements qui ont été associés à mon financement. Là, nous sommes dans une véritable révolution. Nous sommes dans quelque chose qui permet d'avoir, lorsqu'on regarde la performance financière, deux visions, la vision monétaire traditionnelle ou une vision d'impact qui est de plus en plus importante et qui est celle de plus en plus qu'attendent notamment, par exemple, les financières de fonds ou les financeurs de banques. Aujourd'hui, quand les banques ou les fonds sont en train de dire « est-ce que j'ai une vraie politique qui favorise le développement durable ?» Qu'est-ce que va faire la banque ou le fonds? Elle va analyser dans son actif, dans les différents investissements qu'elle a conduits, dans les créances qu'elle détient, s'il y a un indicateur d'impact réel qui lui permet de présenter à ceux qui la contrôlent les retombées réelles de sa politique. Nous sommes bien dans cette généralisation de l'indicateur d'impact qui n'est pas simplement recherché par les financements, c'est-à-dire par les banques ou les fonds, mais qui est proposé par les investissements eux-mêmes. Les entreprises commencent à développer de plus en plus la logique d'indicateur d'impact en disant voilà l'investissement que je fais, voilà l'impact correspondant, et donc par conséquent, voilà ce qui va permettre au financeur, à l'investisseur, de dire réellement j'ai investi dans ce que l'on attend, c'est-à-dire ce qui va me permettre de dire je participe véritablement à des investissements de développement durable. C'est là où nous en sommes actuellement. C'était là, on va dire, où nous en étions au moment où démarre la crise du Covid. Donc, élément absolument primordial parce que nous sommes avec l'apparition en quelque sorte d'une deuxième sphère, à côté de la sphère monétaire, d'une sphère qui représente, on va dire, un impact par rapport à des éléments réels, qui ne sont pas traduits monétairement. Logiquement, la monnaie et la valeur ajoutée devraient traduire ça. Mais on voit bien que nous sommes aujourd'hui avec une dichotomie entre la représentation monétaire, des taux faibles, je dirais la solidité ou non de l'emprunteur, et à côté, la question de l'impact, l'élément de plus en plus primordial, de plus en plus attendu par l'environnement financier, par la sphère financière. Ça, c'est absolument passionnant. Si je devais faire un parallèle, c'est souvent celui que je fais, c'est reprenant cet exemple qu'on connaît souvent par le cinéma, qui a été celui donné par la création de Facebook. Facebook donc donne lieu à un film qui s'appelle The Social Network, qui nous rappelle comment ça marche, qui nous rappelle qu'au départ de Facebook, comme d'ailleurs de toutes les sociétés Internet, toutes les sociétés technologiques, la grande question des financiers traditionnels, c'est de dire combien ça rapporte. Combien ça vaut, combien ça rapporte. Quand aujourd'hui on dit la valeur de Tesla dépasse toutes les valeurs de toutes les entreprises d'automobiles mondiales, on dit mais comment ça se fait? Tesla ne gagne rien. Pourquoi Netflix vaut si cher? Netflix ne gagne rien. Parce que là, je suis dans l'expression monétaire. Quand vous regardez The Social Network, vous voyez quoi? Vous voyez que les investisseurs, ils se focalisent sur l'augmentation des gens qui utilisent Facebook. On s'en fiche que le modèle monétaire ne rapporte rien encore aujourd'hui. On va y revenir parce que de toute façon, la monnaie, de plus en plus, est, on va dire, avec une valeur aléatoire à long terme.
En revanche, je comprends que si je dépasse 5 millions, si je dépasse 100 millions, si je dépasse 1 milliard d'utilisateurs de Facebook, ça vaut quelque chose. Peu importe que sur le modèle du compte de résultat, j'ai l'apparence que ça ne valait rien, ça vaut quelque chose. Et en tant qu'investisseur, en fait, je suis prêt à éponger les pertes, on va dire les pertes officielles, les pertes monétaires, parce que du point de vue concret de l'indicateur d'impact, et là, quand on était avec les nombres, on va dire, d'utilisateurs de Facebook, on est bien dans un indicateur d'impact, on est dans quelque chose dont on sent bien que ça a une valeur, même si la monnaie ne le représente pas. Eh bien là, quand nous sommes aujourd'hui dans la finance verte, développement durable, l'indicateur d'impact, c'est l'utilisateur Facebook. C'est celui qui va vous dire, non, non, mais ne cherchez pas le compte de résultat traditionnel parce que le compte de résultat traditionnel n'arrive pas à monétiser, à représenter ce que veut dire l'impact. Si vous avez un investissement qui améliore la qualité de l'air ou de l'eau, il est possible que ça ne vous rapporte rien directement. En revanche, si vous investissez là-dedans, que c'est prouvé, que c'est suivi, il n'y a aucun doute. Votre investissement sera considéré comme un investissement important. Non seulement personne ne vous reprochera d'avoir investi dans quelque chose qui officiellement ne rapporte pas, mais dont on voit bien qu'il a un impact positif. Mais en plus, si vous cherchez à le revendre, si un marché secondaire se met en place, il y a toutes les chances que vous obteniez une valeur très importante sur le marché secondaire de l'investissement, parce que ce que les autres investisseurs vont acheter, c'est l'indicateur d'impact. Ce n'est pas le compte de résultat, c'est l'indicateur d'impact. En quelque sorte, on se retrouve dans une finance environnementale qui valorise de l'actif de bilan, qui valorise de l'incorporel associé à l'indicateur d'impact en disant « je suis en avance de la représentation monétaire, je suis en avance de la représentation de marché ». Tout ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes quand se déclenche la crise Covid. Et la crise Covid, elle va avoir quoi comme conséquence? Elle a comme conséquence d'abord un arrêt de l'activité complet. On l'a dit, effectivement, un certain nombre de tensions autour. Est-ce que l'environnemental devient primordial ou pas? Est-ce que c'est la relance? Mais surtout, elle va avoir une conséquence extrêmement importante, c'est l'intervention massive des banques centrales. On crée, on imprime de la monnaie de manière incroyable. Pratiquement, on a été, par exemple, la semaine dernière, sur 190 milliards de dollars imprimés par la Fed en journée. Je vous rappelle qu'en milliards d'aujourd'hui, l'ensemble du New Deal de Roosevelt, celui auquel se faisait référence le Green Deal de l'Europe que j'évoquais tout à l'heure, toutes les actions du New Deal en dollars d'aujourd'hui, c'est 100 milliards de dollars. 190 milliards de dollars par jour. C'est ça l'impression monétaire dans laquelle nous sommes. Soyons très clairs, ces impressions monétaires, les banques centrales ont raison de le faire, c'est la seule façon d'éviter la faillite, d'éviter des faillites en cascade, d'éviter ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est-à-dire une disparition des éléments de création de richesse économique, notamment des entreprises, parce qu'on a arrêté l'économie, ça ne s'est jamais vu avant. Nous ne sommes pas dans une crise économique, nous sommes dans une crise sanitaire à la base. Nous ne sommes pas dans un effondrement de l'économie parce qu'il y aurait un dysfonctionnement de l'économie. Nous sommes dans un arrêt de l'économie pur et simple. Ça ne s'est jamais vu. Et donc là, effectivement, la finance, qui n'est absolument pas en cause, pour une fois, dans l'origine de la crise, on n'a rien à voir. La finance, c'est simplement d'injecter de manière artificielle de la liquidité dans le système. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une des grandes questions qui va se poser quand on va recommencer à créer de la richesse, ça va être de dire que représente la monnaie quand on est en train de faire une équation économique traditionnelle en disant j'investis, combien me rapporte l'investissement? Quand on va chercher à traduire en termes de compte de résultat, c'est-à-dire dès le déconfinement, dès le 11 mai en ce qui concerne la France, dès le milieu de cette année, dès la fin de l'année, qu'est-ce que ça représente un investissement si dans 2-3 ans, il me représente tant de milliers, tant de millions de dollars? Quand je poserai la question, oui, mais que valent ces dollars? C'est-à-dire que quand vous regardez la crise Covid, elle pose de manière très forte ce qui se posait déjà depuis des années, c'était que vaut réellement la monnaie quand on en imprime autant, lorsqu'on injecte autant de monnaie. Je rappelle toujours les constats qu'ont fait notamment le FMI, qu'a fait notamment mon ami Jacques Delarosière, ancien directeur du FMI, avec un certain nombre d'économistes du FMI en disant quand vous avez de l'injection monétaire, de l'injection artificielle, vous tuez quoi? Vous tuez l'investissement. Pourquoi? Parce que l'investissement suppose qu'on ait une attente de retour d'investissement. Le retour d'investissement, il s'exprime traditionnellement en monnaie. Si ma monnaie ne vaut rien, je n'investis plus. Et donc, par conséquent, j'ai beau créer de la monnaie, je crée du fonctionnement de court terme, je ne crée pas d'investissement long terme. Sauf si vous commencez à avoir cette notion d'impact qui commence en réalité à représenter une nouvelle valeur économique. Nous sommes bien, quand nous parlons de finance verte, finance développement durable, avec une technologie qui s'est mise en place depuis
plusieurs semestres, et en particulier depuis un an, les indicateurs d'impact pour guider l'investissement à l'intérieur d'investissements qui ne sont pas nécessairement rentables dans le compte de résultat, mais qui le sont parce que l'indicateur d'impact est positif. Nous sommes dans cette évolution qui concernait la finance verte et qui tout d'un coup se retrouve en adéquation encore plus forte avec la finance tout court. D'où l'intérêt de travailler sur la finance développement durable, d'où l'intérêt de travailler sur la finance verte, parce que la finance verte, en quelque sorte, est en avance sur la problématique qui va se poser à l'ensemble de la finance lorsqu'il va s'agir de juger des investissements dans le monde post-Covid. Non pas nécessairement parce que ces investissements ne seront pas pertinents, mais parce que les injections monétaires de plus en plus énormes qu'on est obligé de faire signifient qu'on a une vraie grande question sur que vaut une unité monétaire à la fin de cette crise. La même question qui s'est posée après toutes les grandes guerres, par exemple, quand après la guerre de 14, on a créé massivement de la dette pour financer la guerre. Quand la paix revient et qu'on dit que vaut un mark, que vaut un dollar, que vaut un franc, bien, comme on n'en est pas sûr, on a une perte, on va dire, de vision future, d'investissement futur qui est dramatique pour l'économie. Cette fois-ci, nous avons en quelque sorte, on va dire, une logique alternative qui est déjà prête à se mettre en place, qui commence à fonctionner. Et là, évidemment, se relie le dernier certificat que j'évoquais par rapport à l'Institut de haute finance que nous proposons, qui est le certificat, je vous le rappelle, sur tokenisation, blockchain et crypto-monnaie. C'est en réalité la façon dont on va représenter, dont on va canaliser la monnaie à l'intérieur de ces éléments de plus-value. Il est très possible que cette technologie blockchain soit aussi d'un appui très important, très intéressant pour le suivi des indicateurs d'impact, et que l'investissement ait besoin de blockchain pour avoir un canal certain, c'est-à-dire, on va dire, une attribution des montants, une attribution des investissements par rapport à de l'indicateur d'impact attendu, c'est-à-dire de la data, de la donnée, qui remonte par blockchain de manière certaine, sans risque de piratage, que l'investissement peut recollecter pour vérifier, pour s'assurer à chaque fois que l'investissement qu'il a réalisé est bien un investissement avec l'indicateur d'impact attendu. Énorme avantage de blockchain par rapport à cela, c'est que blockchain est faite aussi pour permettre les échanges, c'est-à-dire pour qu'une plateforme se mette en place et que le marché secondaire que nous évoquions au départ, qui est un élément absolument primordial pour le financement de la finance verte, se mette en place. Nous sommes bien avec cette perspective d'un mode de fonctionnement dans lequel des plateformes permettraient des échanges de plus en plus ciblés, de plus en plus certains, d'investissement autour de finances vertes et durables, qui est attesté par de l'investissement, attesté lui-même par de l'indicateur d'impact. Alors, vous voyez, par rapport à toutes les questions qui m'ont été posées sur, par exemple, les différents endroits de la planète, j'ai vu des questions autour d'Afrique, des choses comme ça, on est d'accord que là, l'énorme avantage de toutes ces approches, c'est de sortir du risque monétaire, ou en tout cas d'avoir une présentation de l'intérêt monétaire en revenant sans cesse sur de la logique tangible, sur de l'indicateur d'impact réel. Donc, quelque chose dans lequel on est en train d'inventer, en quelque sorte, la machine à laver monétaire dont a besoin le monde. Quand vous avez de la monnaie émise dont on ne sait pas quelle richesse on va mettre en contrepartie, vous avez tous les risques d'avoir de la crise financière, d'avoir de l'hyperinflation, de la déflation, d'avoir d'énormes problèmes par rapport à la vente de matières premières, notamment de la matière première énergétique, quelque chose qu'on avait retrouvé dès 1973, vous voyez, quand on a eu la suspension de la convertibilité hors du dollar, et qu'immédiatement après, les pays producteurs de pétrole ont dit « mais quand je suis payé en dollars, je suis payé en quoi ? Si j'ai plus la convertibilité or, est-ce que je dois avoir confiance à long terme dans le dollar ?» Ça, c'est quelque chose qu'on a en 73, qu'on a sans arrêt depuis et qu'on a de plus en plus de façon intense au fur et à mesure qu'on se pose la question « mais que vaut la monnaie que je récupère ? Qu'est-ce que ça représente ?» Si je suis uniquement en univers monétaire, j'ai une interrogation de plus en plus lourde, de plus en plus inquiète. Si je commence à réfléchir indicateur d'impact, je commence à comprendre que mon investissement a un impact économique réel. L'impact économique, c'est le fait qu'il corresponde à un certain nombre d'attentes que le monde entier, on va dire, exprime en même temps, d'attentes que le monde entier est prêt à valoriser. C'est-à-dire, en clair, je suis prêt à prendre votre place en tant qu'investisseur, si j'ai de l'épargne, si j'ai dégagé de l'épargne, je ne veux pas garder cette épargne, on va dire, du point de vue monétaire. Je ne veux pas la garder sur un compte bancaire parce que là, ça ne veut rien dire. J'ai l'impression que cette monnaie ne veut rien signifier. Je veux la transformer en un actif. C'est quoi l'actif, à mon avis, dans lequel il faut que j'investisse? Vous voyez souvent cette question qui est posée. Vous investisseriez en quoi? Il faut investir dans un actif dans lequel on est certain qu'il y a un impact réel.
On revient à mon Facebook de tout à l'heure, au début de Facebook. Pourquoi j'investis dans Facebook? Parce qu'il y a 100 millions de gens, il y a 1 milliard de gens, il y a 3 milliards de gens qui utilisent Facebook. Mais non, mais ce n'est pas la question de savoir combien j'aurai de dividendes ou combien ça rapporte à la fin du mois. Si j'ai 3 milliards de gens, je suis sûr que j'ai investi dans une technologie qui veut dire quelque chose. Et ce que je vais suivre, c'est éventuellement le fait qu'on arrête d'utiliser Facebook, beaucoup plus de savoir quels sont ses résultats à la fin du mois. Sachant néanmoins que Facebook, Google ou toutes les sociétés technologiques que l'on trouvait, la monnaie finit d'ailleurs par en réalité arriver à revenir vers cela. Ce n'est pas par hasard que ces entreprises deviennent les entreprises qui valent les plus chères du monde. Ce n'est pas par hasard que ces entreprises arrivent à voir à la fin les liquidités les plus importantes du monde. C'est qu'en fait, on a une migration de la monnaie vers quelque chose dont on sent bien, dont on est certain que ça représente quelque chose économiquement. C'est l'indicateur d'impact au cœur de la finance verte, au cœur de la finance environnementale. Donc, je le répète, l'Institut de haute finance est focalisé sur ces questions-là. Non seulement on vous propose un master, on fait un master en lien avec l'IAE de Paris, où je suis professeur, donc vous avez un master de la Sorbonne quand vous sortez de l'IAE, mais vous avez les 5 certificats possibles autour de cette logique de finance durable, qui est en réalité, répétons-le, la logique de finance qui est la finance d'avenir correspondant au mode de fonctionnement qu'on va avoir de plus en plus, qui va être de plus en plus attendu par les marchés, par les financiers de type fonds ou les financiers de type banque. Mouvement qui était amorcé avant la crise du Covid, qui tendait à se développer de plus en plus fort. Je répète, le Green Deal européen en était la preuve, mais alors évidemment qui devient quelque chose d'absolument extraordinaire lorsque nous rentrons maintenant dans une logique de développement beaucoup plus importante. Alors voilà, je suis désolé, on a eu évidemment quelque chose qui était un tout petit peu haché du point de vue du démarrage technique, peut-être haché du point de vue du développement. Alors, je prends à toute vitesse les questions qui peuvent se poser. Hein. Donc, hiatus, alors, donc je vais aller très très vite hein, sur ces approches-là. Hiatus entre spéculation sur les matières premières et développement durable. Alors, évidemment, derrière le terme spéculation, il y a toujours le problème tel que l'entend le grand public et la question telle que l'entend un investisseur. Spéculation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous investissez, dès lors que vous investissez dans un appartement parce qu'il est avec une loi favorable et qui vous permet une défiscalisation, vous spéculez. C'est-à-dire vous êtes en train d'espérer un bénéfice. Si spéculer, c'est ça, c'est la manière dont vous allez avoir un marché actif. C'est-à-dire pour que vous ayez des investisseurs, il faut qu'ils puissent rentrer, il faut qu'ils puissent sortir. Pour qu'ils puissent sortir, il faut quelqu'un qui prenne leur place. Pour que quelqu'un prenne leur place, il faut, entre guillemets, qu'ils spéculent. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai un avantage, j'espère gagner. Attention, quand vous dites ça, c'est l'envers de la spéculation. C'est que la spéculation, on espère gagner et parfois on perd. Et donc là aussi, évidemment, quand on va être sur cette finance environnementale, il y aura bien une logique où on espérera gagner et on pourra perdre. Et on aura évidemment des logiques où, par exemple, l'indicateur d'impact, ce qu'on disait tout à l'heure, si tout d'un coup j'ai Facebook où il n'y a plus, donc j'utilise beaucoup ce terme de Facebook à cause de social network, le film uniquement, hein, mais si tout d'un coup, bon, ce qui s'est passé ce qui s'est produit, hein, par exemple avec Yahoo, hein, qui a été un des stars d'autrefois et qui s'est pas développé du tout, a été finalement racheté d'ailleurs. Hein, donc, si vous avez de moins en moins d'utilisateurs, eh bien effectivement, un indicateur d'impact, vous avez spéculé et vous avez perdu. Donc, on a bien cet aspect-là qui doit se mettre en œuvre pour qu'il y ait une dynamique d'investissement, pour que véritablement on se dise non seulement je le fais parce que c'est bien, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est un peu le cas, je présente les investissements durables que j'ai réalisés parce que je pense que ça, c'est bien d'avoir ces investissements durables, ou alors je le fais parce que je pense que c'est quelque chose qui est finalement intéressant aussi d'un point de vue financier, c'est là que j'aurai les meilleures plus-values. Alors, en Europe, alors, je ne vois pas que le personnel actuel des banques soit capable d'entendre ce discours d'indicateur d'impact. Il y a un bancaire dans le système. Non, 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 pas Patrick là. Alors là, entièrement faux. Le personnel des banques en ce moment, il est dans les revues d'indicateurs d'impact sans arrêt. Il est dans de l'audit sans arrêt autour de ça. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels le monde financier est déjà complètement là-dedans, hein, et comprend que l'indicateur d'impact devient un élément absolument primordial. Les éléments de présentation de bilan sur ce que l'a fait la banque, par exemple en termes RSE, devient quelque chose d'absolument primordial du point de vue de sa stratégie. Alors, BlackRock, donc oubliez BlackRock, là, Laurence vous voit parler de BlackRock. BlackRock, c'est une espèce d'épouvantail économique. Je vous rappelle, BlackRock, donc là toujours, hein, il faut vraiment que vous veniez à l'Institut de haute finance, on vous parle de BlackRock depuis longtemps. BlackRock, c'est quelqu'un qui est un fonds indiciel, c'est-à-dire BlackRock n'a aucune intelligence d'investissement. Ils investissent dans les indices.
Donc là, par exemple, et BlackRock investit pour les autres, c'est-à-dire s'il y avait un problème, BlackRock ne fera pas faillite. C'est ceux qui lui ont apporté ces fonds qui feront faillite. Donc là, les grands investisseurs, ceux qui vont regarder où ils investissent, effectivement, sont les premières cibles. Et là, vous avez des énormes investisseurs qui sont très intéressants. Lorsque vous avez des fonds indiciels comme BlackRock, eh bien, ce qu'il va falloir regarder justement, c'est la manière dont on va leur proposer des indices qui intègrent ces éléments justement d'indicateurs d'impact. Alors, concernant, alors, là, les questions tombent à toute vitesse. Donc, social business, Yunus, Danone, non, tout ça, c'est dépassé, hein, Jean-Baptiste Néré. Critères ESG, donc, avec taxonomie, est-ce que les activités durables prendront plus de valeur? Prendront plus de valeur. Mais si, oui, bien sûr, elles vont prendre la valeur primordiale. C'est elles qui vont manger le reste de la valeur. Hein. Vraiment, il faut vous détacher des exemples du passé quand vous dites Yunus, Danone. Tout ça, c'était quand on mettait un tout petit bout dans le bilan d'activité qui était soutenable pour dire, vous avez vu, hein, on a le business normal, mais on développe un business durable. Non, non, là maintenant, c'est un changement complètement de braquet. C'est-à-dire qu'on est totalement et uniquement dans du développement durable dès lors que l'indicateur d'impact est l'élément primordial. Et plus la monnaie devient avec une vraie question, un vrai point d'interrogation, plus cette accélération va se faire. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de comprendre ce type d'approche. Alors, bon, tous ceux qui me posent des questions sur les certificats par rapport à l'IFI, je vous renvoie à l'IFI pour avoir la réponse. Donc, en tant que valeur d'investissement, comment être labellisé? Figurez-vous, vous voyez la chaire que j'ai créée, donc à la base un projet de l'Institut de Finance. Anna Serio, à l'époque, était quelqu'un qui était à l'Institut de Finance qui m'a apporté ce projet. On a créé la chaire. Aujourd'hui, Marie-Christine Favreau, qui est une ancienne d'ING, qui est une banquière qui a l'habitude de faire les grandes opérations, qui connaît tous les financements, a quitté ING, et maintenant directrice adjointe de la chaire. Elle est professeure à l'IFI. Nous développons justement des éléments autour de la recherche et donc avec aucune volonté de gagner de l'argent, de but lucratif là-dessus. Nous sommes en train de développer une logique de certification. Certification qui est justement ce que recherchent les investisseurs, avec derrière référentiel, approche extrêmement forte, extrêmement sérieuse. Donc, ces indicateurs d'impact, Hélène, eh bien, ils vont être de plus en plus apparents, soit par le biais de certifiants, hein, donc de certificats qui vont être officiels, soit par le biais de recherches que vont faire les entreprises elles-mêmes pour les représenter. Comment je les généraliser? Eh bien là, c'est plus le marché en demande. Or, le marché, la finance en demande de plus en plus. Elle le demande, je vous rappelle, en amont, parce qu'elle est en train d'analyser ses bilans comme ça. Elle demande en aval en disant, je veux investir dans l'indicateur d'impact. Je veux investir dans l'investissement où il y a l'indicateur d'impact. Donc là, c'est l'apprentissage hyper rapide. C'est là où on est avec l'effet de levier absolument prodigieux. Donc, on est en train de voir se mettre en place. C'est-à-dire que quand vous créez ce mécanisme qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut donner lieu à spéculation, c'est-à-dire des espoirs de gain, en disant à côté, je ne gagne rien, à côté, j'ai de plus en plus d'inquiétudes sur la valeur monétaire, eh bien, vous êtes en train de créer un effet d'accélérateur absolument incroyable. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est là où nous reprenons les choses comme nous sommes en train de déconfiner. On voit bien les fonds, les banques, etc., qui sont tous en train de dire on a encore plus besoin de ça. On sent bien que ça va être dangereux le contexte juste après. On veut encore plus d'indicateurs d'impact. Donc, cet élément d'accélérateur va être un élément fondamental. Donc, il y a de la technique à comprendre. C'est des éléments sur lesquels, là, je me fais de la publicité pour l'Institut de haute finance, sur lesquels on travaille depuis des années et qui sont maintenant au cœur de l'approche financière. Que pensez-vous de la finance islamique? Donc, finance islamique, donc c'est une partie de la finance. Toujours pareil, vous dites, elle commence à prendre de l'ampleur. Oui, un peu, mais rien du tout. On est toujours dans des montants ultra, ultra faibles par rapport aux 230 000 milliards. La finance islamique, ce sont des fonds qui peuvent aussi de plus en plus rechercher de l'impact, ce qui irait effectivement tout à fait dans cette approche-là. Tac, 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 ouais, ça tombe à toute vitesse. Mondialisation, recherche nationaliste économique et l'impact, ça évidemment c'est une catastrophe si on est dans une referme, si on se referme du point de vue nationaliste et qu'on n'est pas justement dans cette approche de réflexion globale. L'investissement et l'ensemble des sommes qui sont mises aujourd'hui dans la finance mondiale a pour but d'essayer de redynamiser l'économie mondiale et pas l'économie de tel ou tel pays. Alors, comment les fonds de private equity, même fonds souverains, peuvent-ils promouvoir la finance verte? C'est le résultat, le TRI avant tout. Mais oui, Serge, parce que vous êtes avec la vision ancienne de l'année dernière, du mois de janvier 2020. Même à partir du moment, ce qu'on disait dans la taxonomie, où les equity, les fonds propres sont aussi qualifiables verts, ça veut dire qu'ils deviennent intéressants aussi pour les equity, pour les fonds spécialisés en equity, pour les fonds souverains. Nous sommes au moment où la révolution commence en matière de représentation de la performance. Je vois vraiment, vous voyez, ce que vous devez bien sentir, c'est la notion de performance
attachés à l'investissement. C'est ça qui est en train de bouger. Cette performance extra-monétaire va être probablement l'élément absolument primordial. Et je répète vraiment, hein, par rapport à ce que nous avons connu dans les 15 dernières années du point de vue financier, c'est l'apparition des technologies et justement ce problème entre la monnaie. Vous voyez, quand vous regardez le crack sur les technologies, sur les technos en 2000, c'est exactement le problème. C'est en fait une préfiguration de ce qui est en train de se produire, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'on est dans cette question, cette dichotomie entre la valeur monétaire traditionnelle et la valeur économique à partir, on va dire, de ces nouvelles. On voulait reprendre des termes financiers. Donc, on est bien, on va dire, avec cette logique-là. Ces indicateurs donc, vont être absolument primordiaux. C'est la nouvelle finance qui est en train d'apparaître. Alors, j'ai essayé de répondre à toutes les questions en rafale qui arrivaient. Donc, on va sans doute reprogrammer un autre webinaire autour de ce même thème et peut-être j'essaierai de reprendre les grandes indications qui nous sont fournies. Vraiment, je vous incite à regarder ce qui se passe au travers de la finance durable. Voilà, merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver. J'espère que ce que nous avons présenté vous intéresse. Je vous assure, ça nous passionne. Je suis absolument convaincu que là, nous sommes en train de parler de l'avenir positif, non seulement de la finance, mais de l'économie mondiale. Je suis absolument convaincu personnellement que ce qui est en train de se passer, qui est terrible et très compliqué, qui sera très compliqué dans les semaines à venir, sera en même temps quelque chose qui peut permettre une accélération dans les mutations profondes dont a besoin l'économie, dont a besoin la finance mondiale. Voilà, donc cette conviction, j'ai essayé de vous la partager. À très bientôt, on va dire peut-être sur nos ondes, peut-être à ce soir si vous me regardez à la télévision. Au revoir.